Amnon Sofrin, Shalom, Toda Rabba. Merci de nous accueillir ici. Vous êtes brigadier général de réserve de Tsahal et vous avez été commandant de la division des renseignements du Mossad jusqu'en 2008. Alors votre terrain de chasse, c'est l'Iran. Et je voudrais justement qu'on commente ensemble peut-être ce qui a été l'image de l'année dernière. Binyamin Netanyahou face caméra du monde entier et qui dévoile les archives nucléaires iraniennes dérobées par le Mossad en une nuit, une opération spectaculaire. Vous avez justement consacré de nombreuses années à cette lutte-là. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? C'est un sentiment de grande satisfaction pour tous ceux qui ont participé à cette audace du Mossad et à sa capacité à être présent en tout moment et en tout lieu pour ramener ce qu'il y a de plus attractif pour Israël. C'est une grande fierté. Donc on peut comprendre, vu plus ou moins, que vous n'étiez pas forcément contre le fait de dévoiler ces archives. Écoutez, tout dirigeant a le privilège d'utiliser les renseignements tel que bon lui semble. Personnellement, je peux penser le contraire. Je peux penser, par exemple, qu'il ne faut pas révéler ce genre d'informations publiquement. Mais il est vrai que ces renseignements ont une valeur en termes de communication. Permettez-moi de revenir un peu en arrière. En 2007, une estimation des renseignements américains affirmait, selon la NIA américaine, qui estimait qu'à partir de 2003, l'Iran avait cessé tout programme militaire iranien. Écoutez, nous avons appris ça avec une grande surprise parce que nous voyons les choses d'un même œil avec les Américains et nous pensions que les Iraniens progressaient inexorablement vers le programme militaire iranien. Et puis, d'un seul coup, les Américains nous ont coupé l'herbe sous les pieds. Nous nous sommes dit, ce n'est pas possible. Je ne voudrais pas dire que c'était une erreur politique. Il est très possible, par exemple, que cela servait à l'époque les intérêts de l'administration américaine. Mais nous en avons conclu que nous étions seuls dans le monde entier à lutter contre le programme militaire iranien et dévoiler les archives iraniennes. Cela prouve au monde entier que les Iraniens n'ont pas arrêté leur programme militaire nucléaire. Parce que tout le monde pensait jusque-là qu'il y avait un programme civil, public. Alors évidemment, ça c'est un grand accomplissement pour Binyamin Netanyahou à ce moment-là. Je voudrais qu'on revienne sur l'opération elle-même, parce qu'on parle quand même d'une opération qui est spectaculaire. On parle de 6 heures, 20 minutes pour dérober une demi-tonne d'archives. Et puis ce moment très sensible où il faut ramener finalement ces archives en Israël. Et là on dit, au sein du Mossad, c'est une mission quasi impossible. Comment est-ce qu'on fait ? Écoutez, toute cette opération était quasi impossible. Parvenir au cœur de Téhéran avec un risque très élevé, faire irruption dans les archives qui étaient surveillées. Évidemment, je ne connais pas tous les détails de cette opération, mais je peux vous parler de mon expérience personnelle. Extirper tous ces renseignements, ces archives et les ramener en Israël, je crois que c'est l'une des opérations les plus audacieuses que le Mossad n'ait jamais réalisées. En tout cas, les opérations publiques, parce qu'il y en a des secrètes dont l'audace n'est pas moins élevée. Selon le mythe, et encore une fois selon le mythe, ces hommes seraient partis d'une frontière, en l'occurrence visiblement l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, la Turquie, et se seraient séparés. Comment ça se passe ? Comment ils sont rentrés à Tel Aviv concrètement ? Je ne connais pas encore une fois tous les détails de cette opération, mais je peux, comme vous, regarder une carte, regarder quels sont les pays limitrophes de l'Iran, mais je ne peux pas faire plus que ça, je ne sais pas exactement. Vous avez compris qu'il y avait une demi-tonne d'archives en plein cœur de Téhéran du programme nucléaire iranien. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous dites à votre supérieur hiérarchique qui est directement Meir Dagan, le chef du Mossad ? Je peux vous dire que lorsque l'on décide de lancer une opération, il y a 3 étapes. La première, c'est la maturation de l'information. Vous commencez à récolter des informations, et puis d'un coup, une information vous titille. Et vous vous dites, il y a peut-être une opportunité. Et vous commencez à aller élargir le champ d'investigation.
Peut-être est-il possible de faire quelque chose avec cette information. Vous analysez les informations pertinentes et puis vous dites, voilà, j'ai le tableau complet, voyons voir maintenant si, du point de vue opérationnel, cela est faisable. Vous vous adressez alors, en fonction de la décision du chef du Mossad, au département le plus apte à mener l'opération. Et là commence une sorte de remue-ménage. Comment faire, comment opérer et comment sortir de cette opération. C'est un processus très complexe et très long. Et lorsque vous y arrivez, eh bien, il y a également des imprévus sur place. Par exemple, si une alarme se met à retentir, que faites-vous? Vous la neutralisez? Vous ne la neutralisez pas? Cela a un prix. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de simulation. Vous essayez de comprendre, de simuler quels peuvent être les imprévus sur place. Et même dans ce cas-là, vous n'arrivez pas à tout prévoir. On parle en 2011 d'un agent iranien qui aurait été recruté par le Mossad et qui a dû témoigner parce qu'il a été arrêté par les autorités iraniennes et il affirme qu'il a été recruté par le Mossad, qu'on l'a emmené à Tel Aviv pour l'entraîner. Est-ce que c'est un scénario qui vous semble plausible ? Lorsque vous recrutez un agent, la question est de savoir ce que vous attendez de lui. Il y en a que vous pouvez former ailleurs qu'en Israël, ailleurs qu'en Iran. Je laisse libre votre imagination pour deviner où ça peut être un peu partout dans le monde. Et puis il y a des agents que vous faites venir en Israël pour les former à certaines aptitudes. Alors effectivement, il est possible que certains agents se soient retrouvés en Israël et qu'ils soient rentrés chez eux. La question est de savoir si vous parlez iranien, mais ça, c'est peut-être dans un autre épisode. Si je vous dis un non, parce que vous avez dit qu'il fallait aussi faire reculer le programme nucléaire iranien, et un nom en particulier qui vous hante peut-être, c'est Mohsen Fakhrizadeh, le chef de ce programme nucléaire que finalement le Mossad n'a pas réussi à attraper. Qu'est-ce que vous ressentez aussi sur cet homme-là ? Fakhrizadeh est le chef du programme nucléaire iranien qui comprend les deux axes, le programme civil et le programme militaire qui lui est secret. Personne, je dis bien personne, n'a réussi à voir cet homme, c'est une réalité. C'est-à-dire que les inspecteurs de la IEA qui sont arrivés à Téhéran, lorsqu'ils ont voulu s'entretenir avec lui, ils n'ont pas réussi à l'approcher. Et ils avaient beaucoup de questions à lui poser. Mais se rendre à Téhéran et rencontrer Fakhrizadeh, qui est une figure centrale, contrairement à d'autres qui œuvrent sous d'autres noms, sous d'autres auspices, et qui ne sont pas si protégés que cela, lui, c'est une figure centrale et le trouver en plein cœur de Téhéran et tenter d'attenter à sa vie, c'est presque une fiction. Il y a d'autres individus que nous avons poursuivis pendant des années et que nous avons réussi finalement à trouver. Pas nous, évidemment, vous savez, c'est une force surnaturelle, disons. Un éclair qui les a foudroyés. Prenez par exemple Imad Mornier. Pendant 15 ans, tout l'Occident l'a recherché. Et puis d'un coup, en plein cœur de Damas, un beau jour, il est monté au ciel. Et ce n'était pas d'ailleurs la seule cible, il y en a eu beaucoup des assassinats ciblés, des ingénieurs qui travaillaient pour ce programme nucléaire iranien. De façon générale, est-ce que vous croyez en cette politique d'assassinat ciblé? À quel point est-ce que ça a pu retarder le programme nucléaire iranien? Vous parlez d'élimination ciblée, moi je vous parle de suicide. Toutes sortes de forces naturelles qui ont pu les tuer. Il y a toujours un dilemme, vous avez raison, entre éliminer des figures centrales, où cela vous conduit. Je peux vous donner quelques exemples du passé et vous en tirez les conclusions. À l'époque, celui qui dirigeait le djihad islamique palestinien était Fatri Shaki. Après le double attentat de Beit Lid en Israël en 1993 ou 1994, Yitzhak Rabin, qui était alors Premier ministre, a décidé qu'il fallait éliminer cet homme. Et cet homme a effectivement trouvé la mort à Malte de manière mystérieuse. Deux hommes casqués sur une moto lui ont tiré dessus et l'ont tué.
Est-ce que cela a affecté l'organisation? Je vous le dis, oui, de manière spectaculaire, parce qu'il était le principal planificateur des attentats. Tous ceux qui sont venus après lui, eh bien, leur niveau de préparation et le préjudice pour Israël était moindre. Imad Mournier, lui, a trouvé la mort à Damas, il est monté au ciel. Finalement, ses successeurs étaient multiples, alors que lui dirigeait tout seul la branche armée du Hezbollah. On le qualifiait de chef d'état-major, peu importe. C'est lui qui menait les principales actions terroristes. Et cela a profondément affecté la branche militaire du Hezbollah. Alors justement, lorsqu'on regarde l'ensemble de ces missions opérées par Israël, il y a eu ces éliminations ciblées, il y a eu Stuxnet. Est-ce qu'on n'est pas arrivé finalement au terme de cette guerre de l'ombre entre Israël et l'Iran? En d'autres mots, est-ce qu'on n'a jamais été aussi proche d'un conflit ouvert? Une guerre ouverte entre l'Iran et Israël peut éclater de deux manières. Premier scénario, Israël attaque les sites nucléaires iraniens. C'est une opération complexe avec beaucoup de risques, beaucoup de complexité, qui doit être jugée d'ailleurs à l'épreuve de la réalité. J'ai touché les sites nucléaires. Et puis, les Iraniens finiront par riposter. Les Iraniens possèdent aujourd'hui deux bras armés que sont le Hezbollah et le Hamas qui, eux, ont leurs propres moyens de nuire à Israël. Il m'est arrivé de dire lors d'une réunion qu'il suffirait qu'un seul missile par jour soit tiré sur Israël. Combien de temps l'État hébreu pourrait subir ce genre d'attaque sans savoir à quel moment et vers où sera tiré le prochain missile? La vie s'arrête. Tout le monde est dans les abris souterrains, c'est l'apocalypse. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une situation qui n'est pas hypothétique, une situation très concrète. Si les Iraniens décident de riposter de cette manière, en utilisant le Hezbollah et le Hamas, qui sont leurs bras armés, comme je le disais, et qui partagent une même idéologie. Pas besoin donc de se confronter directement à Israël. Nous avons le Hamas et le Hezbollah pour le faire et ça a un prix évidemment. La question c'est de savoir si nous parviendrons, grâce à une opération audacieuse mais complexe, à toucher l'ensemble des sites nucléaires iraniens, toucher l'ensemble des capacités nucléaires iraniennes. C'est pourquoi cette option est évidemment toujours sur la table, mais la question est de savoir si elle est réaliste. La deuxième possibilité, c'est une confrontation irano-israélienne sur le territoire syrien. Les Iraniens drainent énormément de familles chiites. Il y a 100 000 chiites aujourd'hui en Syrie. Ils essayent de provoquer un déséquilibre démographique de sorte que les populations chiites prennent le dessus sur la population sunnite. Et là, je crois que la confrontation est beaucoup plus probable, plus qu'une attaque contre les sites nucléaires iraniens. La question est de savoir qui gère les règles du jeu. Est-ce que c'est le Mossad ou est-ce que c'est les forces Al-Quds iraniennes? Vous ne pouvez pas dire que c'est une lutte entre les forces Al-Quds et entre le Mossad. Non, c'est une lutte entre Israël et l'Iran, entre deux pays qui, au bout du compte, finalement, l'armée israélienne, le Mossad, les forces Al-Quds sont des moyens pour servir les intérêts. Si vous deviez nous convaincre, Daniel et moi, d'être des agents, qu'est-ce que vous nous diriez? Un mot en particulier. Le mot motivation. Vous devez essayer de comprendre quelle est la motivation d'un individu à prendre la décision de trahir tout ce qu'il connaît, de trahir ses valeurs, de trahir son pays, sa famille, tout ce que vous voulez, pour collaborer avec une entité qu'il ne connaît pas. Merci beaucoup.